Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour poursuivre une question que j'avais posée au mois de décembre durant la période des questions. En fait, c'est une question que j'ai posée le 23 octobre au Premier ministre et cela avait trait à l'accord de protection et de promotion des investisseurs étrangers entre le Canada et la Chine. Mais je dois vous faire une petite mise en contexte. Dans la Chambre, sans aucun signal, sans cérémonie ou sans séance d'information, le 26 septembre, on nous a annoncé que l'accord a été déposé par le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Et d'après le règlement, nous avions 21 jours pour en fait s'asseoir dessus parce qu'il n'y avait pas d'occasion d'en débattre ni de voter sur cet accord. Et comme je l'anticipe, ce traité suit le même modèle que les autres, mais c'est pire parce que dans ce cas-ci, on permettrait à des citoyens ou à des sociétés d'État chinoises de contourner notre système judiciaire, de se tourner directement vers des tribunaux internationaux pour contester des règlements municipaux, des lois provinciales ou des lois fédérales et même des décisions de tribunaux canadiens si cela ne va pas dans leur intérêt. Les anciens gouvernements, et là c'est bien consigné dans la jurisprudence du droit constitutionnel, et là je parle d'un texte rédigé par le professeur Peter Hogg. Dans le cadre de traités comme celui-ci, il ne faut pas qu'un projet de loi soit adopté pour que le traité entre en vigueur. Mais d'ordinaire, la tradition était que les premiers ministres soumettent toutefois à un vote les traités, même si ce n'était pas obligatoire. Par exemple, il y a le protocole de Kyoto. Ce n'était pas obligatoire de passer par le Parlement, mais on l'a fait quand même. Et les conservateurs ont adopté plutôt une pratique autre, c'est-à-dire de déposer le traité pendant un certain nombre de jours. Et c'était donc du 26 septembre au 1er novembre. Et ensuite, le traité est ratifié par le cabinet. J'avais donc une question pour le Premier ministre. J'ai demandé si on avait réfléchi à l'aspect constitutionnel. Car s'il y a un arbitrage pour dommages et intérêts contre le Canada, il faudrait qu'il y ait une approbation explicite des provinces, mais elle n'a pas eu lieu. Alors moi, j'avance que ce traité viole le droit constitutionnel relatif aux provinces. Et je soumets ce soir que Gus Van Harpen, un professeur de droit, a écrit au Premier ministre sur le sujet, parce qu'il a écrit sur différents sujets. Il a écrit en disant que le traité interfère sur les compétences provinciales, comme par exemple la taxation et la gestion du territoire, les règlements ainsi que les décisions juridiques. Mais il n'y a pas de disposition quant aux exigences en matière de rendement chez les provinces ou les clauses d'expropriation. Mais en fait, il y a une véritable possibilité qu'au cours du cycle de vie du traité, le Canada devrait donner des milliards de dollars compte tenu de décisions qui ne seraient pas revues par les tribunaux canadiens. C'est manifestement inacceptable. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Justice. Monsieur le Président, exporter les services et les biens du Canada à l'étranger dans des marchés en pleine croissance de par le monde est un des objectifs du plan d'action pour la croissance économique et la prospérité du Canada. D'ailleurs, notre ministre du Commerce international mène une mission de commerce au Ghana et au Nigeria cette semaine. À cet effet, il est accompagné de représentants de 28 sociétés canadiennes pour promouvoir des industries qui sont en pleine croissance. D'après le Fonds monétaire international, 5 des
des 20 économies connaissant la plus grosse croissance dans le monde sont dans l'Afrique subsaharienne. En promouvant les intérêts du Canada sur la scène internationale, nous créons les conditions voulues pour que les investisseurs investissent en confiance. C'est bien ce qu'espère notre gouvernement en concluant des ententes sur la protection de l'investissement, comme il l'a fait avec des partenaires en Afrique, la Tanzanie, le Bénin et le Sénégal. Nous avons aussi conclu un accord de ce type avec la Chine, deuxième économie dans le monde. Cette entente protégera les investisseurs canadiens en Chine et stimulera la croissance et la création d'emplois au pays. Cette entente a établi un ensemble de règles claires pour l'investissement et pour le règlement des différends en matière d'investissement. Cela permet que toutes les différences fassent l'objet d'une arbitration internationale, ce qui permet la transparence. Je voudrais souligner que c'est le premier accord bilatéral signé par la Chine mettant l'accent sur la transparence. Soyons clairs, depuis longtemps, le Canada veut des mécanismes de résolution de différends ouverts. Il est regrettable, Monsieur le Président, que des activistes contre les échanges commerciaux continuent de répandre des faussetés sur cette entente. La députée de Saanich Gulf Island. Je suis sidéré par l'exposé de la secrétaire parlementaire. C'est moi dire clairement qu'il n'y a rien d'erroné dans ce qui suit. L'entente ne demande pas de transparence. Seules les politiques canadiennes sont en place, c'est donc discrétionnaire, soit par la Chine, du côté de la Chine, soit du Canada, pour y décider de rendre les règlements des différends transparents. Ce n'est pas exigé. La secrétaire parlementaire a parlé des avantages de l'entente, de l'accord sur la promotion, de la protection des investissements avec le Sénégal, le Bénin, etc. Ce ne sont pas des pays qui vont traîner le Canada en justice pour des millions de dollars. Il est regrettable que les sociétés canadiennes exploitent les ressources sans toujours respecter les lois environnementales, mais avec la Chine, la situation est très différente. Nous sommes grand ouverts à l'investissement de la société de Chine et nous risquons d'être poursuivis en justice. L'honorable secrétaire parlementaire. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, ce traité d'investissement va permettre de protéger les intérêts des investisseurs canadiens. Laissez-moi aussi souligner que c'est notre gouvernement qui a amené plus de transparence au processus d'examen des traités. C'est notre gouvernement conservateur qui, en 2008, a déposé une politique exigeant que les traités internationaux soient déposés à la Chambre avant d'être ratifiés ou mis en œuvre. Dans ce cas, les partis d'opposition ont choisi de ne pas en débattre malgré les nombreuses occasions qu'ils avaient de le faire. Le corps sur la protection et la promotion des investissements étrangers conclus avec la Chine est similaire à 24 autres accords similaires. C'est une autre façon dont notre gouvernement simule la création d'emplois, la croissance et la prospérité à long terme pour les Canadiens